Bonjour à tous. Donc, je me présente, c'est Dr Kamoun Rim, assistante hospitalo-universitaire en physiologie et en exploration fonctionnelle et formatrice du site. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec mon ami Dr Dalil Mhiri, doctorante en biologie et également formatrice du site. Nous allons vous présenter une présentation intitulée How to convince the editor to accept your paper quickly. Et pour cela, j'aimerais bien, avant de commencer, de définir c'est qui l'éditeur. En fait, l'éditeur, c'est le responsable qui a la décision finale d'accepter ou de rejeter un article scientifique, c'est-à-dire c'est la personne qui est responsable du contenu scientifique de la revue scientifique. En fait, l'éditeur ne travaille pas de façon individuelle, il va collaborer avec d'autres personnes, d'autres experts qui sont des éditeurs associés, ce qui va former le comité éditorial. Le nombre des membres du comité éditorial n'est pas limité, mais il faut savoir que ces membres doivent être affiliés à des instituts scientifiques qui sont différents. Quand vous regardez ici dans cet exemple, le comité éditorial de cette revue, qui est Clinical Neurophysiology, il est formé de 70 éditeurs qui appartiennent à 16 pays différents. Pourquoi devons-nous convaincre l'éditeur? Parce que convaincre un éditeur, c'est tout simplement garantir un article qui soit accepté et publié. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui là pour vous donner quelques astuces d'ordre théorique, mais surtout d'ordre pratique pour savoir comment convaincre l'éditeur. Et nous avons référé, comme convenu, à l'article qui nous a été envoyé, rédigé par Dr Ronald Hitz en 2021. Comme vous le savez très bien, pour les gens qui ont l'habitude de publier les articles, pour les autres, il faut savoir qu'après la soumission d'un article, l'article va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de la présélection. Donc, l'article sera lu et jugé par l'éditeur lui-même pour s'assurer que la forme et le contenu de l'article justifient son expertise. Vous comprenez ici, vous devinez que pour convaincre l'éditeur, il faut réussir ces trois étapes. Donc, commençons par la première étape. Donc, pour que l'article ne soit pas refusé, donc il faut que l'article soit bien rédigé, il faut que le sujet soit pertinent, mais il y a d'autres critères. Donc, il faut que l'article réponde aux objectifs de la revue, il faut que l'article réponde aux conditions de publication et les instructions aux auteurs, il faut bien respecter les considérations éthiques, il faut éviter tout ce qui est plagiat et tout ce qui est falsification, et surtout, il faut bien rédiger la lettre d'accompagnement de cover lettre. Donc, pourquoi justement on exige que l'article soit conforme aux objectifs de la revue? Parce que tout simplement, chaque revue a ses propres objectifs bien particuliers et des domaines de recherche qui sont bien précis, comme vous regardez ici. Donc, en pratique, ce que vous allez faire, vous n'allez pas vraiment lire toutes les revues et voir leurs objectifs. C'est presque la même chose que trouver une aiguille dans une botte de fond, mais plutôt je vous propose cette astuce, je vous propose ce lien qui est le Journal Finder. Ce que vous allez faire, vous allez déposer votre résumé, votre abstract, vous allez déposer le titre de l'article, les mots-clés, et puis, bon, comme cet exemple que j'ai mis, vous allez par la suite cliquer sur Finder Journal, patienter un peu, et finalement, ce lien il va vous proposer des revues qui sont intéressantes. Et le plus important, c'est que chaque revue il est associée, il est accompagné par son impact factor, le taux d'acceptation, la durée de la première décision et la durée de la publication. Un autre lien qui vous sera proposé, c'est le lien de Dr Dalil. À vous la parole. Merci, Dr. Rim. Donc, de la même façon, donc, on va parler un petit peu sur Journal Guide. Ce site nous permet de
De même, donc, de choisir l'article, la revue dans laquelle on veut publier, et ceci par, s'il vous plaît, passer pour le diapo précédent. Comme vous voyez sur l'écran, vous pouvez déposer dans cette colonne le titre de la manuscrit et ou les mots-clés. De même, ici, vous pouvez entrer l'abstract ou bien des mots-clés supplémentaires de l'article. Dans ce exemple, donc, on a trouvé 21 journaux comme de résultats. De même, donc, ces journaux sont cités sous forme d'un tableau. Comme vous voyez, donc, le nom du journal, l'impact de chaque journal et s'il est en open access. De même, on peut utiliser ce site afin de choisir la revue dans laquelle on veut publier par le choix de la catégorie de la journal. Merci. Voilà donc. Donc, il faut bien choisir la revue et ce choix, il va reposer sur plusieurs critères. Donc, quels sont ces critères, Dr. Dallet? Le premier critère, c'est il faut éviter ce qu'on appelle les revues prédactrices. Et ceci, ces revues sont et ceci parce que ces revues envoient des courriers électroniques en masse, offrent de publier vos articles en libre accès dans des délais extrêmement rapides. De même, les membres du comité éditorial ne sont pas clairement mentionnés ou ils ne font pas d'expertise. Parfois, le titre de la revue n'est pas bien conforme avec les sujets des articles publiés. Et de même, donc, la publication est toujours conditionnée par des frais qui sont généralement modestes. Le contenu accepté sans véritable correction et l'adresse courriel de contact sont non professionnels. Et la transmission de manuscrits se fait par courrier. Voici un exemple d'une revue qui est non prédatrice. On peut savoir cela parce que dans le site officiel de la journal, donc on peut trouver l'éditorial en chef et une façon donc de soumission de la manuscrit professionnel et le nom d'éditeur et tout cela. De même, vous pouvez rendre visite à ce site, vous trouvez donc la liste des journaux prédactrices. Maintenant, on va voir avec Dr. Riem un exemple concret d'un message par donc reçu d'une journal prédactrice. Donc, c'est un mail qui a été envoyé par une revue prédatrice. Vous voyez ici, le mail a été envoyé le 20 octobre. Ils veulent accepter donc l'article dans un délai de 9 jours, le 29 octobre. Donc là, ça répond vraiment à la définition des revues prédatrices. D'autres critères pour le choix donc, des articles, pour le choix des revues? Oui, le deuxième critère, c'est qu'il faut s'assurer que la revue soit indexée, soit par la base de données Web of Science ou bien par Scopus, de même par CARE ou ProQuest. Il faut de même prêter attention, mais ne vous laissez pas berner par l'impact factor du journal. Car ce n'est pas nécessairement stratégique de visiter les revues ayant les meilleurs impact factors, car ces revues ont aussi un taux d'acceptation plus faible. Soyez conscient de même de publier dans une revue avec un impact factor élevé. Ne garantit pas que votre article reçoit plus de citations que dans une revue avec un impact factor plus faible. Tenez compte du temps nécessaire à la publication, car les revues qui publient plus fréquemment sont susceptibles d'avoir un délai de publication plus court. Un autre critère, c'est la langue dans laquelle vous allez publier. Car si vous visez une audience internationale, il est judicieux de vous tourner vers une revue qui publie en anglais. Car publier dans une langue internationale vous permet
Servir ainsi pôle de communication entre les scientifiques, les professionnels et les responsables politiques régionaux et nationaux et vous permettre de maintenir l'utilisation de la langue et la terminologie dans le champ scientifique concerné. Donc, un autre critère de choix, donc, voulez-vous publier dans une revue multidisciplinaire, disciplinaire ou spécialisée dans le domaine? Car il y a plusieurs journaux, donc il y a des revues qui sont destinées à la communauté scientifique générale, d'autres revues publient dans des articles qui concernent une discipline particulière et d'autres encore qui concernent un sujet spécifique. Donc, il faut prendre en compte donc, les frais de publication. Car certaines revues fonctionnent selon le principe de l'auteur payeur et demandent en moyenne entre 500 et 1 000 euros. Donc, pour passer cette première étape, il faut également que l'article respecte et soit conforme aux conditions de publication et des instructions aux auteurs. Justement, en visitant donc la page d'accueil d'une revue, vous allez voir ici donc les instructions aux auteurs. Il faut bien les lire et les relire, il faut bien les suivre, bien les respecter. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas justement les respecter, vous risquerez d'avoir un refus d'emblée. Donc, comme j'ai eu en 2018. Donc, j'ai envoyé un article sans respecter donc les conditions et les instructions aux auteurs. Ils veulent par exemple des parenthèses, mais j'ai fait le contraire. Donc, cet article a été refusé d'emblée. Donc, si vous allez faire la même chose, vous risquerez d'avoir la même déception. Il faut également respecter les considérations éthiques. Et là, je vous propose pour vous, les médecins, donc un manuel d'éthique médicale. Il faut bien le lire, il est très intéressant. Pourquoi en fait, pourquoi ce respect de ces considérations éthiques? Parce que la plupart des revues demandent à ces auteurs de respecter le même niveau de rigueur éthique aux principes éthiques énoncés dans sa politique éditoriale. La plupart donc, de ces revues, elles font partie de l'International Committee of Medical Journal Editors, les ICMJE, et elles respectent le Committee on Publication Ethics, the Code. Parmi donc les considérations éthiques, c'est de déclarer le conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est-à-dire, il faut mentionner si vous avez reçu un financement, si vous êtes un membre d'un laboratoire pharmaceutique. Donc, il faut remplir ce formulaire qui est téléchargeable. Même si vous n'avez pas un conflit d'intérêt, il faut le déclarer. Donc, parmi les considérations éthiques, c'est l'accord du comité d'éthique. Ici, chez nous, on a le comité de protection des patients de suite, le CPP. Il faut également avoir le consentement des patients. Ce consentement doit être écrit et non oral, qui est accompagné donc d'une fiche d'information qui est bien éclairée et bien détaillée. Là, c'est un exemple d'un formulaire d'un consentement qui est écrit en 2 langues, la langue native, l'arabe et la langue française, et la fiche d'information qui est bien détaillée. Donc, elle va renseigner donc, le patient, le participant donc, sur le protocole, le déroulement du protocole, les effets indésirables, les bénéfices. Et cette fiche, elle est rédigée en 2 langues, la langue qui est native, qui est comprise par le patient, et la langue française. Donc, il faut éviter également le plagiat, il faut éviter tout ce qui est falsification. Pourquoi? Parce que le plagiat, c'est vrai, c'est du copier-coller des textes et des résultats d'autrui, mais si on va rechercher dans la traduction française, plagier, c'est la même chose que voler. Donc, c'est une fraude au même titre que la fabrication ou la falsification des résultats. Plagiat de plus de 20%, donc c'est un rejet à 100% par l'éditeur. Plagiat de moins de 20%, il vaut mieux le modifier. Et pour cela, pour éviter que l'article soit rejeté à cause de ce plagiat, je vous propose donc de vérifier avant de soumettre l'article. Et pour cela, je vous propose plusieurs logiciels anti-plagiat. Là, c'est un logiciel en ligne qui est gratuit, le Plagiarism. Mais aussi, pour moi, j'utilise le Plagiarism Checker. Ici, dans cette case, vous déposez l'article, puis vous allez analyser. Cliquez sur Analyze.
patienter un peu. Donc, l'article il sera analysé phrase par phrase. Et dans ces deux colonnes, vous allez voir s'il y a du plagiat et quelle est la référence. Et finalement, vous allez recevoir donc un résumé sur le pourcentage du plagiat. Il faut éviter tout ce qui est fabrication ou falsification, c'est-à-dire toute manipulation des données, méfiez-vous. Donc, la base de données peut être demandée. Donc, c'est un cas tiré de la littérature. Vous voyez ici. Donc, ces articles ont été rétractés parce qu'ils ont été falsifiés et la base de données a été demandée. Donc, méfiez-vous. Il faut bien respecter, il faut bien éviter tout ce qui est manipulation des données. Surtout, n'oubliez pas de bien rédiger la lettre d'accompagnement. N'oubliez pas de rédiger the cover letter. Donc, c'est une étape importante qui ne devrait pas être négligée. La lettre d'accompagnement, ce n'est pas une redondance d'un résumé, ce n'est pas une publicité trompeuse de l'article, mais il faut bien la rédiger en suivant les recommandations. Donc, Dr Dalel va nous renseigner, nous informer sur les recommandations de la rédaction d'une cover letter. À vous la parole. Merci, Dr. Lim. Donc, dans la lettre cover letter, on veut citer en premier lieu, dans l'entête de la lettre, l'information de contact de l'auteur, comme le nom de l'auteur, les coordonnées industrielles complètes, adresse, téléphone, email, etc. Date de soumission, puis le prénom de rédacteur en chef. Dans la première paragraphe, dans le corps de la lettre, dans la première paragraphe, on peut citer le nom de la revue, le titre du manuscrit, la longueur du manuscrit et le nombre de tableaux et de figures qu'il contient. Dans le deuxième paragraphe, l'importance de l'article pour le domaine de la recherche en spécifiant en 2 ou 3 phrases le problème abordé, les performances scientifiques et sociales et la principale conclusion. Puis une déclaration de la pertinence du document pour le public de la revue et la conformité éthique de votre recherche. Dans le troisième paragraphe, il faut donc citer les déclarations, la déclaration d'accord de l'auteur, la déclaration de la source de financement et une déclaration de la conformité éthique de votre recherche. En pied de la page, donc citer la signature, le prénom, nom de l'auteur, ou les auteurs correspondants. Donc, maintenant, on va voir, avant tout, une petite remarque. Tout renseignement exigé par le journal, par exemple, une déclaration selon laquelle le matériel n'a pas été soumis ailleurs, ou une déclaration sur les conflits d'intérêts, certaines revues exigent de l'information sur la contribution de chaque auteur, par exemple la conception de la recherche, la collection des données ou l'analyse statistique. Maintenant, on va voir la lettre d'accompagnement qu'on ne peut pas faire donc avec Dr. Lee. Donc, merci. Donc, la lettre d'accompagnement ne doit pas inclure donc, des mots non scientifiques, des mots exagérés qui entrent dans le cadre d'une jargonophasie. Donc, évitez tout ce qui est jargon non scientifique. Donc là, c'est un exemple réel d'une lettre d'accompagnement que j'avais rédigée en 2018. Donc, au début, j'ai commencé par le titre de l'article, le titre de la revue. Tout ce qui est en vert, c'est en fait l'originalité de mon article. Et finalement, c'est tout ce qui est salutation. Et là, je vous propose un article qui va bien informer sur la rédaction d'une lettre d'accompagnement. Donc, après avoir passé cette première étape, l'étape de la présélection, une fois l'éditeur il a approuvé l'article, donc on va passer à une étape suivante, c'est l'étape de l'évaluation. Donc là, c'est l'étape dont les évaluateurs, les reviewers, ils vont juger, ils vont critiquer l'article. Donc, que se passe-t-il, Dr. Dalel? Les reviewers vont évaluer ton manuscrit, votre manuscrit, selon plusieurs critères,
comme l'importance, l'actualité, la pertinence et l'ampleur du problème traité, la qualité du style d'écriture, l'adéquation de la méthodologie avec les objectifs de l'étude, la qualité de la revue et de la littérature, l'utilisation d'un échantillon adéquat dans le cadre donc d'une étude quantitative, la pertinence des analyses qualitatives ou statistiques effectuées, l'originalité de l'étude et la profondeur et la qualité de la discussion des résultats. Ces processus, donc le processus d'évaluation, se fait généralement en aveugle. Ni les évaluateurs ne connaissent les noms des auteurs, des autres évaluateurs et dans certains cas le nom d'auteur de l'article. Donc, c'est un article donc, en cours d'évaluation. Donc, et finalement, la décision revient toujours à l'éditeur. Soit l'éditeur, il va refuser d'emblée. Donc là, vous envoyez donc un mail de regret, comme celui-ci, au terme du processus d'évaluation. Je regrette, mais il s'avère, malgré que les lecteurs n'étaient pas assez rigides. Vous voyez ici, par exemple, les commentaires du lecteur numéro 2. Je n'ai pas de critères majeurs, juste quelques points mineurs, mais malgré ça, la décision revient toujours à l'éditeur et l'éditeur n'était pas vraiment convaincu. Donc, c'est pourquoi l'article a été refusé. Mais il faut savoir qu'un refus, ce n'est pas un échec. Justement, il faut profiter des critiques des revues. Il faut corriger l'article, le modifier, essayer autrefois et soumettre l'article dans une autre revue. Soit l'éditeur il va accepter tel quel, donc c'est ce qu'on souhaite tous. Donc là, l'éditeur il est convaincu, soit il va accepter mais avec des conditions, soit des révisions mineures ou des révisions majeures. Donc des commentaires et des critiques vous seront donc envoyés. Donc si l'article donc a entré dans cette zone bleue, la zone de la révision, il faut toujours essayer de convaincre l'éditeur parce que toujours la décision finale revient à lui. Donc, comment convaincre l'éditeur lors de la soumission d'un article révisé? Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la réponse au lecteur et de la lettre d'accompagnement. C'est une deuxième lettre. Donc, commençons par la réponse au lecteur. Cette réponse doit être bien structurée. On commence toujours par remercier les lecteurs. Puis, il faut répondre à leurs questions. Il faut préciser ce qui a été modifié et à quel endroit dans le texte. Il faut justifier les commentaires écartés. Et là, c'est un exemple réel, donc d'une réponse au lecteur que j'avais fait. Donc, j'ai commencé par le remerciement, puis j'ai répondu point par point. Donc, certains auteurs préfèrent de répondre sous forme de tableau. Il faut bien rédiger également la lettre d'accompagnement, la deuxième lettre. Donc là, également, c'est une réponse que j'avais faite. J'ai commencé par préciser que j'ai envoyé donc, la version révisée, puis par la suite, donc, préciser que j'avais pris en considération les critiques du lecteur et le temps utilisé, c'est un temps qui est respectueux. Que se passe-t-il finalement, Dr. Dallet? Donc, finalement, merci, Dr. Rim. Finalement, donc, la version révisée du document lue est jugée par l'éditeur. Cette version pourra également être retournée au examinateur pour évaluer si les commentaires ont été traités de manière satisfaisante. Ceux-ci peuvent alors demander d'autres révisions. Si tout fonctionne bien, l'article sera accepté en l'état. Vous obtiendrez des épreuves de page qui vous montreront à quoi ressemblera le papier à l'impression. Immédiatement, envoyez des copies à tous vos co-auteurs et demandez leur correction que vous consoliderez. N'hésitez pas d'apporter des modifications car c'est votre dernière chance de réviser le document. Donc, heureusement, finalement, l'éditeur il est convaincu. L'article il est accepté et publié. Donc, ce qu'on doit comprendre, le message est clair. Donc, convaincre l'éditeur n'est pas facile, mais il est possible. Il faut être rigoureux, il faut maîtriser les outils pour garantir que l'éditeur soit convaincu et que l'article soit accepté. Donc, bonne chance à vous et bonne chance à nous. Et je vous remercie.